Cela s'est passé quelques semaines avant mon 19e anniversaire. Un matin, je me suis réveillé vers 4 heures au son de quelqu'un qui essayait de défoncer la porte de ma chambre. J'avais laissé la lumière allumée, épuisé en rentrant du travail. Alors quand ils sont entrés, j'ai pu au moins voir ce qui se passait, même si ça n'a pas vraiment aidé. Ils étaient deux, et l'un d'eux m'a attaqué immédiatement avec un marteau. Je leur ai simplement dit de prendre tout ce qu'ils voulaient. L'autre a commencé à mettre tous mes appareils électroniques dans un sac à dos. Ma famille vivait dans un quartier pauvre, où ce genre de crime n'était malheureusement pas rare. Cependant, cela ne nous était jamais arrivé personnellement. Nous sommes une famille honnête, sans histoire, et nous fermons toujours nos portes la nuit. Mais en écoutant mon histoire, vous verrez que n'importe qui peut être pris pour cible. Je pense que ce groupe de voleurs nous avait repérés à cause de mes horaires de travail irréguliers. Je rentrais souvent chez moi au milieu de la nuit, probablement la seule personne dehors à cette heure-là. Ils avaient sûrement observé mon emploi du temps et planifié leur cambriolage en fonction de celui-ci. Pendant ce temps, ma mère, qui dormait au bout du couloir, s'était réveillée au bruit. Elle a commencé à crier pour savoir ce qui se passait. Heureusement, elle l'a fait depuis la sécurité de sa chambre. Mais à peine avait-elle commencé à crier que les deux voleurs ont quitté ma chambre, en refermant la porte derrière eux, et se sont dirigés vers sa chambre. Elle a réussi à maintenir la porte fermée pendant quelques secondes, ce qui m'a permis d'ouvrir le coffre-fort dans mon placard. Celui-ci était protégé par un code à 6 chiffres que j'ai miraculeusement réussi à entrer correctement malgré mes mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un pistolet, un héritage de mon grand-père. J'ai vérifié qu'il était chargé et je suis sorti de ma chambre pour me diriger vers celle de ma mère. Un pistolet de calibre 380 n'est pas vraiment idéal pour la défense personnelle. Mais ces gars-là étaient clairement démunis et n'avaient pas d'armes à feu. Je pensais qu'à la seconde où ils verraient mon arme, ils fuiraient, et que si je devais tirer, ils se rendraient aussitôt. Eh bien, j'avais tort. J'ai ouvert la porte, et l'un des hommes s'est retourné et s'est précipité vers moi avec le marteau. J'ai tiré 2 coups avant qu'il n'arrive à moi et me repousse dans ma chambre. Il m'a plaqué sur le lit, tentant de me prendre le pistolet, tandis que l'autre commençait à me taillader le bras et la tête avec ce qui s'est avéré être un couteau de cuisine appartenant à ma mère. Ma mère est finalement arrivée et a réussi à arracher le couteau à celui qui me coupait. Je m'accrochais à mon arme de toutes mes forces, car je savais que si l'un d'eux prenait le dessus et obtenait l'arme, ma mère et moi étions condamnés. C'est une sensation folle de voir une lame approcher de son visage sans pouvoir protéger sa tête ni son visage. Je voyais la lame briller en s'enfonçant dans ma peau, chaque fois recouverte d'un peu plus de sang. Ma mère, une fois qu'elle a réussi à prendre le couteau, est restée figée. L'homme s'est relevé, a attrapé mon lecteur DVD et a jeté ma télévision par terre. J'ignorais ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il m'assène un coup à la tête avec la télévision. À ce moment-là, j'ai réussi à dégager un peu ma main tenant le pistolet et j'ai crié à ma mère de s'éloigner pour que je puisse tirer à nouveau. Elle a roulé hors du lit et j'ai réussi à tourner mon arme pour tirer sur l'homme au-dessus de moi. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de s'enfuir, prenant mon sac d'électronique en partant. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé un corps avec 2 blessures par balle dans mon jardin à quelques mètres de la maison, ainsi qu'une traînée de sang qui menait jusqu'à la route voisine où elle disparaissait. Le deuxième homme n'a jamais été retrouvé et j'ai été innocenté de tout acte répréhensible, bien que j'ai tué l'un d'eux. J'ai même pu garder mon arme, car la législation dans mon pays est différente de celle d'autres endroits. Toute la situation était surréaliste. La quantité de sang dans ma chambre était sans doute la chose la plus incroyable. Entre le couteau, le marteau et le pistolet, moi et ces 2 hommes avons dû perdre plusieurs litres de sang. Lorsque j'ai tiré ce dernier coup sur l'homme au-dessus de moi, la quantité de sang qui s'est échappée de lui m'a fait basculer en état de choc, comme si j'avais ouvert un robinet directement relié à l'intérieur de son corps. Une chose est certaine, les films et les séries télévisées ne montrent pas du tout la réalité des fusillades. Je pensais que ces types fuiraient dès qu'ils verraient mon arme, mais au lieu de ça, ils m'ont attaqué sans hésitation. J'ai même tiré sur le premier assaillant et il a tout de même réussi à me repousser et à me plaquer au sol, malgré sa blessure par balle. Son adrénaline devait le rendre plus fort que moi. Ce que j'ai retenu de cette épreuve, c'est qu'on ne peut jamais être trop prudent, surtout quand il s'agit de protéger sa famille.
J'ai terminé le lycée peu après l'effondrement économique de 2008. La crise fut catastrophique dans la région où j'habitais, et du coup, je suis passé de la pauvreté modeste chez mes parents à une vraie misère, seul pour me débrouiller. Avec un ami, nous avons loué un appartement au centre-ville de Montréal. Lui travaillait dans la vente au détail, et moi comme agent de sécurité dans un grand magasin. Nous gagnions tous les deux moins que le salaire minimum, juste assez pour couvrir les factures ensemble. L'immeuble où nous vivions n'était pas seulement miteux, il aurait dû être condamné. Notre logement avait un sol en béton nu, des murs en plâtre non peint, et on voyait la lumière passer autour du cadre de la porte. Heureusement, il ne faisait pas très froid, mais le manque de sécurité était flagrant. Le lieu n'était pas seulement délabré, on entendait souvent des disputes en pleine nuit, et il arrivait qu'on rentre chez soi pour trouver l'immeuble entouré de rubans de police, avec des agents partout. J'avais entendu parler d'un gars poignardé dans une ruelle à quelques rues de chez nous. Une autre fois, lors d'une fête, une dispute a éclaté et un invité a fini par tirer sur un autre. Dire que l'appartement était coloré, avec des voisins plutôt sauvages, serait un euphémisme. Ce lieu était vraiment dangereux, à toute heure du jour et de la nuit, pour n'importe qui. Même les flics et les costauds de la salle de sport se faisaient coincer et tabasser par les gangs de rue et autres délinquants violents. Nous n'avons jamais vraiment ressenti la sécurité dans ce quartier. Je n'avais même pas de voiture pour me déplacer, alors je passais beaucoup de temps à marcher ou à prendre le bus, en essayant de rester discret pour éviter les ennuis. Cela dit, j'avais grandi en ville, et je passais mon temps à aller à des concerts de métal et de rap tard le soir dans des endroits douteux. Je savais comment me déplacer dans les quartiers difficiles, comment désamorcer des situations et comment me débrouiller. J'avais déjà été dans plusieurs altercations physiques et j'avais toujours réussi à m'en sortir. Mon colocataire et moi étions tous les deux amateurs de cannabis, alors, naturellement, nous avons eu l'idée de vendre de l'herbe pour arrondir les fins de mois. Nous travaillions tous deux à plein temps, souvent avec des heures supplémentaires, mais cela ne suffisait pas pour couvrir toutes nos dépenses chaque mois. À notre avis, la solution logique était de vendre un peu d'herbe, puisqu'on en avait toujours sous la main à la maison. L'idée, c'était qu'on pourrait fumer gratuitement et peut-être faire un peu de bénéfice. Alors, on a commencé avec environ 250 grammes, en investissant tout un mois de loyer pour nous lancer, et on a immédiatement commencé à vendre. Nous faisions tout pour rester discrets. Nous n'avions même pas les moyens de sécuriser notre stock. Notre porte d'entrée se fermait à peine correctement. Inutile de dire que nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir une arme. Et d'ailleurs, nous n'en voulions même pas. On ne parlait jamais de la possibilité d'être cambriolé. C'était juste un petit boulot pour gagner un peu d'argent, rien de sérieux. En conséquence, on vendait uniquement à des amis proches, des membres de la famille et des collègues de travail, des gens de confiance. Nous n'étions pas vraiment des fêtards. On sortait parfois le week-end, mais la plupart du temps, on restait chez nous, à se défoncer et à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des films, des trucs plutôt calmes. Et puis, un jour, voilà ce qui s'est passé. Je dois vous raconter cela en 2 parties, car je n'étais pas là pour la première moitié. J'étais parti travailler pour mon service habituel, mais j'ai dû rester tard pour remplir des rapports de dernière minute. Pendant ce temps, mon colocataire, qu'on appellera Marc, est rentré et a suivi sa routine habituelle. Il a mis son short de sport, attrapé un Pepsi dans le frigo et s'est installé devant la télé après avoir fumé un peu. Il jouait en solo jusqu'à ce que je rentre, et là, on se mettait en ligne pour jouer en équipe. Une routine bien ancrée dans notre semaine de travail. Vers l'heure où je devais rentrer, la poignée de porte a bougé. Marc n'y a pas fait attention au début, mais elle a bougé une seconde fois. Cette fois, il s'est levé pour aller ouvrir la porte, pensant que c'était moi. Mais au lieu de me trouver, il s'est retrouvé face à une bande de voyous qui ont forcé l'entrée. Marc n'a même pas eu le temps de crier qu'une main s'est plaquée sur sa bouche. Ils l'ont traîné jusqu'à la cuisine et l'ont plaqué au sol. Pendant ce temps, je finissais mon service au travail, sans aucune idée de ce qui se passait chez moi. Il me fallait 40 minutes de trajet en bus pour rentrer, et je faisais tranquillement le chemin habituel. Pendant ce temps, Marc subissait le pire. 3 d'entre eux le maintenaient au sol, le frappant violemment pour lui demander où étaient tous les objets de valeur, pendant qu'un 4e fouillait déjà le salon,
empilant nos jeux de PS3 et nos manettes dans un oreiller, évaluant même notre écran plat pour voir si ça valait le coup de l'emporter. C'est alors que Marc décide qu'il ne va pas se laisser faire sans se battre. Il se débat, crache et essaie de se libérer, mais sans succès. Ses efforts ne font qu'aggraver sa situation. Quelques coups violents lui font presque casser le nez, sa tête rebondit sur le sol en béton nu, mais il continue à résister par pur instinct. Finalement, 2 dégâts le retournent sur le ventre, tandis que le 3e attache ses poignets et ses chevilles avec des lacets de bottes. Ils étaient bien organisés, méthodiques. Marc savait qu'il était en infériorité, mais refusait de lâcher prise. Il commence à crier pour que les voisins appellent à la police ou quelqu'un pour les aider. Un des types revient alors et lui fourre une chaussette dans la bouche pour le faire taire, avant de reprendre leur fouille. À ce moment-là, je suis enfin descendu du bus et je marche en direction de notre appartement. J'ai enlevé mes écouteurs pour éviter d'attirer l'attention dans le quartier, et je reste sur les grandes rues plutôt que de prendre les raccourcis par les ruelles, même si cela prend plus de temps. Pendant tout ce temps, Marc subit des coups. Je me suis toujours senti mal de marcher si lentement pour rentrer ce soir-là. Je suis arrivé à notre immeuble, monté les escaliers extérieurs jusqu'au 2e étage. En approchant de notre appartement, j'ai remarqué que la porte était fermée, mais derrière les fines rideaux de notre fenêtre, je pouvais distinguer 2 ou 3 silhouettes se déplaçant rapidement. Il y avait du bruit, mais rien qui paraissait trop alarmant. Mon premier réflexe a été de frapper, mais j'ai immédiatement écarté cette idée. Après tout, c'est chez moi. Mon nom est sur le bail. J'ai tourné la poignée qui était verrouillée, alors j'ai glissé la clé et poussé la porte. À peine entré, 3 grandes ombres en cagoule noire se sont retournées pour me regarder. Mon instinct a été de m'enfuir. C'était clair, nous étions en train de nous faire cambrioler. Je n'ai même pas eu le temps de faire un pas en arrière qu'une paire de mains m'a attrapé et tiré à l'intérieur, me ramenant dans ce cauchemar fluorescent que j'appelais « chez moi ». La scène était un désastre. La télé était cassée, nos appareils électroniques empaquetés, des papiers et du courrier éparpillés partout. Dans la cuisine, tout était par terre. Je me souviens que tout l'argenterie et les éclats de verre brillaient sous la lumière, comme si je ne pouvais détourner les yeux. Ils m'ont traîné dans le couloir qui ressemblait à un champ de bataille, avec des trous dans le mur, des vêtements et des objets éparpillés partout. Je n'ai pas résisté autant que Marc, alors ils m'ont emmené jusqu'à la chambre du fond, où j'ai trouvé mon colocataire face contre terre, attaché comme un saucisson. Il se débattait frénétiquement, et je pouvais voir que ses poignets et chevilles étaient écorchés et saignaient. Ils m'ont jeté par terre à côté de lui, et m'ont retourné pour m'attacher les mains de la même manière, bien que, par chance, ils n'aient pas attaché mes pieds, peut-être par manque de lacets. Ensuite, ils ont repris leur pillage, mais cette fois en accélérant. J'ai senti qu'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un d'autre rentre chez eux, et maintenant, tout pouvait arriver, même une intervention de la police. Marc se tourne vers moi, parvient à cracher la chaussette humide qu'il avait dans la bouche. Il avait apparemment travaillé dur pour se libérer, et il me dit « On doit s'occuper de ces gars-là ». Je secoue la tête en me demandant comment nous allions faire. « On doit appeler les flics », lui dis-je. Marc hoche la tête vers mes liens et me demande si je peux les desserrer. Avec prudence, je commence à travailler sur le nœud de mes poignets, tout en fixant le couloir, prêt à voir apparaître une ombre ou un signe que quelqu'un revient. Je savais que s'il me surprenait en train d'essayer de me libérer, cela me vaudrait une sévère correction, comme celle qu'ils avaient infligée à Marc. Je n'avais aucune envie de jouer les héros, je voulais juste que cette situation se termine le plus vite possible. Cependant, au bout d'1 minute, je réussis à desserrer le nœud. Tout s'effondre et je me redresse d'un bond. L'adrénaline monte en moi et je file vers Marc pour commencer à défaire ses liens. Ses liens sont beaucoup plus serrés et compliqués que les miens, alors cela me prend plus de temps, peut-être 10 minutes, même si cela m'a semblé une éternité. Marc reste immobile, contractant et relâchant doucement ses poings. Étonnamment, personne ne vient vérifier ce que nous faisons. Nous pouvions entendre les intrus fouiller le salon et ma chambre, mais, étrangement, je m'en moquais. Rien de tout cela n'avait d'importance lorsque je regardais le sang couler de la bouche et du nez de Marc, ou les contusions qui se formaient autour de ses yeux. Il y a une chose importante que je ne vous ai pas encore dit sur Marc.
Il était un peu plus âgé que moi et il avait servi dans l'armée. C'était un vétéran de combat qui avait été déployé en Afghanistan 1 an ou 2 avant, alors que j'étais encore à l'école. C'était quelqu'un d'imprévisible, car il luttait contre le stress post-traumatique depuis son retour. À ce moment-là, Marc se traîne dans la chambre dévastée, rampe jusqu'au placard encastré et en ressort avec une batte de baseball et un ancien casque militaire sur la tête. Un casque en acier vert, comme ceux de la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait sur lui qu'une chaussette et ce foutu short de sport qu'il portait tous les jours après le travail. J'étais paralysé par la peur, restant dans la chambre, avant de jeter un coup d'œil dans le couloir. L'endroit semblait déserté, sauf Marc, qui avançait à pas furtifs dans les ombres, tenant sa batte levée au-dessus de sa tête, fixant quelque chose. Soudain, l'un des cambrioleurs sort de la cuisine et entre dans le couloir, se déplaçant de gauche à droite, avec la porte d'entrée juste devant lui à quelques mètres. Marc se rapproche, prêt à agir. Le dos de l'intrus est tourné vers nous, alors qu'il fouille dans une boîte de nos affaires. Marc l'assomme d'un coup de batte à l'arrière de la tête, mais, incroyablement, le type encaisse le coup. C'était un coup puissant, qui aurait dû le mettre à terre immédiatement. L'homme trébuche vers l'avant et commence à se ressaisir, mais avant qu'il puisse crier pour alerter ses complices, Marc retire son casque et le lui lance en plein visage. Le casque en acier le frappe de plein fouet, et il s'effondre, inconscient, contre le sol en béton. Marc se tourne vers moi et me dit de venir m'asseoir sur le type qu'il vient de mettre KO terrorisé. Je m'approche lentement, sous l'encouragement de Marc, et pose un genou sur le dos du cambrioleur. Peu importe, il ronflait presque. Marc me dit de fouiller ses poches pour chercher un téléphone et d'appeler la police. Je vérifie nerveusement les poches du type étalées sous moi, et comme par miracle, je trouve un téléphone. En fait, il en avait 2, le mien et celui de Marc. Il avait aussi nos portefeuilles et un peu d'argent liquide. Je prends le téléphone et appelle la police pour leur expliquer ce qui se passe, et ils arrivent étonnamment vite, bien avant que le type ne se réveille. Comme je l'ai dit, cet immeuble avait la réputation d'être un véritable nid d'activité criminelle. Donc il y avait souvent une voiture de patrouille qui passait dans le coin. Marc revient juste au moment où il charge le type inconscient dans la voiture de police et commence à prendre ma déposition. Notre appartement était absolument dévasté, tout était sans dessus-dessous, ce qui rendait facile pour moi de montrer des preuves et de corroborer notre histoire. Les policiers ont trouvé tout notre stock d'herbe et notre matériel pour fumer, mais, heureusement, ils l'ont emporté, nous évitant ainsi tout problème avec la justice. Nous avons aussi omis de mentionner à quel point Marc avait frappé le type. Il n'a pas retrouvé les autres cambrioleurs. Ils avaient passé le temps à charger notre matériel dans leur voiture de fuite, et quand ils étaient prêts, ils avaient filé rapidement. Nous n'avons jamais récupéré nos affaires, et nous n'avons même pas pu déménager de cet immeuble aussi vite que nous l'aurions souhaité. Cependant, nous avons investi dans une porte plus solide, une meilleure serrure, et nous avons pris l'habitude de toujours vérifier avant d'ouvrir à qui que ce soit. Nous avons aussi arrêté de vendre de l'herbe. Apparemment, quelqu'un avait entendu dire que nous avions un petit business en cachette, ce qui avait probablement donné l'idée aux cambrioleurs de venir nous cambrioler. J'adore faire la grasse matinée, c'est la chose à laquelle j'aspire le plus lors de mes jours de congé. Un matin, je faisais exactement ça, me prélassant au lit, d'abord en dormant bien au-delà de l'heure habituelle à laquelle je me lève pour le travail, puis encore après l'heure à laquelle je prends habituellement mon petit déjeuner. Je ne fixe jamais d'heure pour me réveiller lors de mes jours de repos. Je me retourne juste jusqu'à ce que je décide d'être prêt. Ce jour-là, il devait être un peu après 7 heures du matin quand j'ai ressenti une sensation étrange, une sorte d'angoisse diffuse, difficile à décrire. C'était comme si quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que c'était peut-être du stress accumulé du travail, comme si j'avais oublié de faire quelque chose. Alors j'ai essayé de me rendormir. Peu de temps après, j'entends mon chat qui monte et descend les escaliers en trombe. Je me tourne juste à temps pour le voir bondir dans les airs et atterrir sur le dessus de la couverture de mon lit, se faufilant ensuite sous les draps pour se cacher près de mes pieds. Ce comportement était extrêmement inhabituel pour lui. Mon chat est âgé et en surpoids, alors le voir courir et sauter de cette manière était déjà étrange.
Mais se cacher? C'était encore plus bizarre, car d'habitude, il est plutôt indépendant et n'aime pas particulièrement se blottir sous les couvertures avec moi. À ce moment-là, je deviens beaucoup plus alerte et je commence à penser que ce pressentiment d'avant était peut-être une sorte de prémonition, comme un sentiment d'être observé. Je prends une grande inspiration et décide qu'il est temps de me lever et d'inspecter la maison. Au moment où je suis à mi-chemin pour m'asseoir dans le lit, j'aperçois la silhouette de 2 hommes qui montent discrètement les escaliers. Ils sont habillés tout en noir et me regardent directement. Toute cette scène me donne l'impression que je suis censé me sentir intimidé, mais pour une raison quelconque, cela m'a vraiment mis en colère. Peut-être parce que j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai, et que ces 2 imbéciles pensaient pouvoir me le voler sans problème. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. C'était comme un état de léthargie totale, comme dans ces rêves où quelque chose de mauvais se passe autour de vous, mais où vous êtes impuissant à fuir ou agir. Soudain, tout semblait se dérouler au ralenti, comme si j'essayais de bouger dans l'eau, avec toute ma force qui m'abandonnait. C'était une sensation écœurante, mais c'était ma maison et personne d'autre n'allait agir à part moi. Je sors de ma torpeur et commence à bouger, ce qui a fait que tout est passé en vitesse rapide dans mon esprit. Je jette les couvertures et je saute hors du lit. Je me souviens m'être assuré d'atterrir lourdement sur mes pieds pour secouer toute la maison, leur faisant bien comprendre comment cela allait se passer. J'ai pris soin d'enrouler mon chat dans les couvertures pour qu'il soit en sécurité avant de commencer mon cri de guerre. Je ne me souviens pas exactement des mots, mais c'était quelque chose comme « foutez le camp de chez moi », encore et encore, de toutes mes forces. Ils se sont figés sur place en entendant cela. Pendant que tout se déroulait, j'ai foncé dans le couloir. Ils se sont retournés et ont couru vers la porte. La rage que je ressentais, cette pulsion primaire de défendre ma tanière contre ces envahisseurs, m'a vite fait passer de la défense à l'attaque, et j'ai bondi à leur poursuite. Pendant que je criais, ma voix semblait devenir de plus en plus grave, me rappelant mon père ou mon grand-père en colère. C'était une pensée étrange à avoir à ce moment-là, mais je suppose que les personnes que j'avais vues dans leur colère les plus profondes ressemblaient à ce que je devenais. Cela m'a motivé, car l'instant d'après, je dévalais les escaliers comme un missile. Il y avait un virage dans l'escalier, et l'un des cambrioleurs tentait de se faufiler au moment où j'ai sauté et me suis écrasé contre lui. Nous avons tous les 2 heurté le mur adjacent. À sa décharge, il s'est assez vite libéré, et alors que nous nous cognions contre le bois dur du mur, je me suis cassé le bras en 2 endroits. Ma prise sur lui s'est affaiblie, comme on peut l'imaginer, mais cela ne m'a pas arrêté. J'ai continué à les pourchasser jusqu'à la porte d'entrée, qui avait été ouverte avec un pied de biche ou un autre outil. Tout le cadre de la porte était abîmé par leurs efforts, et mes pieds nus ont été malmenés par les échardes en bois pendant que je courais dessus, s'enfonçant même sous mes ongles d'orteil. Je n'ai réalisé à quel point mes pieds étaient blessés que quelques heures après l'effraction. Finalement, nous nous retrouvons tous dehors, et les 2 cambrioleurs se mettent à courir, bien équipés avec de bonnes chaussures, ce qui leur a vite permis de me distancer. Mais je continue, essoufflé, et je repère leur voiture de fuite. Ils sautent tous les 2 à l'arrière, et le véhicule démarre en trombe. Cependant, avant qu'ils ne disparaissent, j'aperçois la plaque d'immatriculation à 7 chiffres. Je reste là, mon bras endolori et mes pieds palpitants de douleur, répétant le numéro de la plaque à haute voix encore et encore. Je pense que, inconsciemment, j'espérais qu'un voisin sortirait pour m'aider, mais apparemment, personne n'était chez lui. Quand je suis finalement rentré à la maison, j'avais oublié le numéro de la plaque. J'étais furieux, mais il n'y avait rien que je pouvais faire à ce stade. Si j'avais eu mon téléphone avec moi, j'aurais pu l'enregistrer et faire en sorte que ces types soient arrêtés pour quelques mois au moins. Pour moi, justice n'a jamais vraiment été rendue. Ils n'ont rien volé, mais ils m'ont effrayé, moi et mon chat, et m'ont laissé avec un bras cassé, ce qui n'était pas vraiment pratique. La montée d'adrénaline et la réponse de combat ou fuite sont presque indescriptibles. C'est si intense que tout votre être semble focalisé sur un seul détail, tandis que d'autres éléments vous échappent complètement, comme mes pieds en lambeaux. Lorsque j'ai fait mon rapport à la police, ils m'ont dit que le quartier avait connu une série de cambriolages,
et que plusieurs autres maisons avaient été visitées de la même manière. Après cet incident, j'ai décidé d'investir dans un système de sécurité complet pour la maison, avec une caméra à chaque porte et à chaque coin, un disque dur pour stocker les images et un espace de stockage en ligne, tout le nécessaire pour surveiller l'endroit. J'ai même commencé à prendre des cours de tir, car bien que je garde une arme à la maison, je n'étais pas assez confiant pour la saisir en pleine panique si jamais quelque chose arrivait. Le monde est vraiment devenu fou de nos jours. Alors faites tous attention, restez vigilants et protégez-vous. Ce que j'ai vécu m'a appris qu'on n'est jamais trop prudent, surtout quand on a une famille ou des biens à protéger. Cette montée d'adrénaline, cette sensation de dilatation du temps où tout se passe soit trop vite, soit trop lentement, m'a marqué profondément. Depuis cet incident, je fais tout pour que ma maison soit sécurisée et que je sois prêt à réagir en cas de besoin. Aujourd'hui, avec toutes les histoires qu'on entend, il est essentiel d'être bien préparé. J'ai appris que dans des moments comme celui-là, on ne peut pas compter sur la chance, seulement sur soi-même et sur les précautions que l'on a prises à l'avance. Ces événements m'ont ouvert les yeux sur la nécessité d'être vigilant en toutes circonstances. Alors, à tous ceux qui pensent que cela ne leur arrivera jamais, prenez mes conseils au sérieux. Faites attention, sécurisez vos maisons et préparez-vous à tout. En fin de compte, j'espère que personne n'aura jamais à vivre une expérience similaire. Mais si cela devait arriver, être préparé peut faire toute la différence. Assurez-vous d'avoir des mesures de sécurité en place et ne sous-estimez jamais l'importance de rester vigilant. Gardez vos proches en sécurité et rappelez-vous que parfois, quelques précautions simples peuvent prévenir bien des problèmes. Soyez prudent, protégez ce qui vous est cher et rappelez-vous qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, alors mieux vaut être préparé et attentif. Quand j'étais plus jeune, j'étais en couple avec un garçon qu'on appellera Julien. Lui et moi avions une relation très instable, mais nous étions follement amoureux et nous avions traversé beaucoup d'épreuves ensemble au fil des années. Nous avons affronté des difficultés de toutes sortes, allant même jusqu'à frôler le sans-abrisme, mais Julien a fini par trouver une solution et nous a trouvé un endroit où vivre pour un temps. Les choses étaient serrées financièrement, mais on avait l'impression de pouvoir s'en sortir, au moins pour un petit moment. Julien et moi habitions avec deux de ses amis, Thomas et David. David avait quitté l'appartement environ 1 heure avant que Julien et moi décidions d'aller nous coucher. Ce n'était pas rare car les deux amis de Julien étaient des fêtards qui adoraient boire. L'un d'eux aimait parier et l'autre consommait des drogues. Je ne me souviens plus lequel faisait quoi, mais cette situation rendait l'ambiance un peu tendue chez nous. Quelques minutes après que Julien se soit endormi, j'ai entendu frapper à la porte et c'est Thomas qui a ouvert. C'était David, mais il n'était pas seul. 2 hommes qui habitaient aussi dans l'immeuble l'avaient forcé à frapper pour qu'il puisse entrer. Il n'avait pas ses clés sur lui. Une fois qu'ils sont entrés, j'ai entendu ce qui ressemblait à une bagarre depuis la chambre, dont la porte était fermée. J'ai réveillé Julien et soudain, nous avons entendu 2 voix inconnues crier « À terre, mettez-vous par terre !» L'énergie a immédiatement grimpé d'un cran. Thomas et David répliquaient en criant, et la bagarre a empiré, mais semblait cette fois beaucoup plus unilatérale. Julien voulait aller voir ce qui se passait, mais je l'ai supplié de rester dans la chambre avec moi, ce qu'il a heureusement fait. Après ce qui nous a semblé être plusieurs minutes de cris et de lutte, tout est devenu absolument silencieux. Être dans une telle situation, dans son propre appartement, est incroyablement angoissant. Tout ce qu'on prend pour acquis vole en éclats, et il ne reste plus que le chaos qui nous attend de l'autre côté de la porte. Julien insistait pour qu'on vérifie si ses amis allèrent bien, et à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Le silence était terrifiant. Nous avons fini par ouvrir la porte de la chambre, sans voir quoi que ce soit de particulier au début, puis nous avons avancé lentement dans le couloir, jusqu'à apercevoir une paire de jambes étendues dans le salon. Du sang commençait à s'accumuler sous le torse. C'était Thomas. Il luttait pour respirer, avec quelque chose planté dans sa poitrine. Cela ressemblait à une lance ou une épée. Plus tard, la police nous a dit qu'il s'agissait d'une machette barbelée.
David était en train d'appeler les urgences, complètement bouleversé, tentant d'expliquer la situation tout en essayant de maintenir son ami conscient. Julien s'est précipité à côté de son ami, fouillant la salle de bain à la recherche de pansements, mais il n'a trouvé que des serviettes et du ruban adhésif. Il a essayé de stopper l'hémorragie, mais la blessure était incroyable, digne d'un film. Thomas avait besoin d'une ambulance immédiatement. David nous a informé que la police était en route, mais il n'avait pas de temps d'arrivée précis. Ma première réaction a été de vouloir fuir de cet endroit, mais David m'a arrêté, disant que les services d'urgence avaient ordonné à tout le monde de rester sur place pour que la police puisse mener son enquête. J'ai donc dû rester dans l'appartement, avec un homme que je connaissais à peine, qui saignait abondamment et appelait à l'aide. C'était horrible, et j'aurais voulu pouvoir faire plus pour l'aider. Bientôt, nous avons entendu les sirènes résonner dans la ville. D'abord une, puis plusieurs se sont jointes, avec des tonalités différentes, ce qui me faisait penser qu'il y avait une ambulance et 2 voitures de police. J'ai réalisé que l'agresseur pouvait encore rôder dans le coin, et il m'est aussi venu à l'esprit qu'il pourrait entendre les sirènes et revenir pour éliminer tous les témoins. Comme notre immeuble n'avait pas d'interphone, Julien a dû aller ouvrir à la police et leur montrer où se trouvait notre appartement. Après cela, les policiers nous ont séparés, nous plaçant chacun dans une voiture de police différente pendant que les ambulanciers tentaient de sauver Thomas. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le sauver. Il est décédé dans l'appartement. Je savais qu'il était mort quand les ambulanciers l'ont emporté vers l'ambulance, sans le soigner davantage, et qu'ils sont restés là, stationnés pendant 5 minutes, sans bouger, avec lui allongé sur le brancard sous une couverture. Des taches de sang commençaient à percer le tissu, et je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer en les regardant partir. La police nous a ensuite emmenés pour nous interroger, toujours séparés. Environ 12 heures plus tard, ils nous ont finalement libérés, mais en nous interdisant de retourner à l'appartement car c'était désormais une scène de crime active. Ils nous ont déposés dans un café sans argent, sans téléphone ni portefeuille, et même sans chaussures aux pieds, car ils ne nous avaient rien laissé emporter de l'appartement avant de nous mettre en garde à vue. Finalement, nous sommes allés chez un ami, où nous avons attendu 4 ou 5 jours avant d'avoir l'autorisation de retourner dans notre appartement. Toute cette expérience a été profondément déshumanisante. Nous étions séparés, car pour la police, nous étions tous des suspects potentiels dans cette affaire de meurtre, et nous ne pouvions pas nous soutenir mutuellement, au cas où l'un de nous couvrirait les autres. Le temps que nous avons passé chez notre ami était flou, comme un brouillard permanent. Nous voulions tous parler de ce qui s'était passé, mais personne ne savait vraiment par où commencer. Parfois, Julien et David en discutaient à voix basse, surtout quand je n'étais pas dans la pièce, car dès que je pensais à ce qui s'était passé, je devenais totalement bouleversé, presque au bord de la folie. Une fois que nous avons enfin été autorisés à revenir dans l'appartement, la première chose que j'ai dû faire a été de nettoyer le sang. Vous pouvez imaginer à quel point cela a été difficile à supporter. Il y avait des litres de sang, accumulés en une mare épaisse, coagulée, dans le même endroit, et cette odeur, je ne l'oublierai jamais. Bien sûr, ce n'est pas le protocole, mais la police ne nettoie pas les scènes de crime. Ils vous donnent simplement la carte d'une entreprise spécialisée qui facture des milliers de dollars pour ce genre de nettoyage. Nous avions à peine les moyens de payer notre loyer, donc cette option n'était même pas envisageable pour nous. Nous avons donc pris des tours, chacun notre tour, pour éponger le sang et le verser dans un seau. Toute cette expérience a été véritablement traumatisante. Nous devions nous relayer pour essuyer ce qui restait et gérer l'horreur, et chaque minute de cette tâche nous marquait davantage. Nettoyer ce qui semblait être des litres de sang nous enfonçait encore plus dans le traumatisme de ce que nous venions de vivre. À chaque coup d'éponge, on revivait la scène, et l'odeur, omniprésente, nous hantait. Les jours qui ont suivi ont été extrêmement durs. Revenir dans un appartement où une tragédie de cette ampleur s'était déroulée était un véritable cauchemar. Chaque recoin de l'appartement nous rappelait ce qui s'était passé, comme si les murs eux-mêmes emportèrent les traces. Nous ne pouvions plus voir cet endroit comme notre refuge. Il était devenu une scène de douleur et de peur. Nous étions tous changés, marqués par cette nuit-là. Avec le temps, nous avons tous essayé de reprendre une vie normale.
Mais l'ombre de cet événement continuait de planer au-dessus de nous, invisible mais omniprésente. Les nuits étaient les pires, surtout les premières. Nous avions du mal à dormir, constamment sur nos gardes, comme si le moindre bruit pouvait annoncer un nouveau danger. Chacun de nous faisait des cauchemars et même en journée, il nous arrivait de nous sentir envahis par l'angoisse, sans pouvoir l'expliquer. Nous n'en parlions presque plus, mais le silence pesait tout autant. Chaque geste, chaque regard, tout rappelait ce qui s'était passé. Après avoir terminé mes études, j'ai eu quelques ennuis avec un type que je connaissais du lycée. Nous n'étions pas amis, mais nous avions eu quelques cours ensemble, donc nous nous connaissions vaguement. Pour une raison quelconque, après notre remise de diplôme, ce gars a commencé à venir de plus en plus souvent à mon travail. Je travaillais dans un restaurant, et même si sa présence n'était pas si étrange au début, au fil du temps, ça a commencé à me donner une impression bizarre. Tout a commencé par son regard insistant. Il me fixait intensément, du fond du restaurant jusqu'à l'endroit où je me trouvais, me dévisageant de haut en bas, sans même cligner des yeux. C'était déjà dérangeant, mais ensuite d'autres personnes ont commencé à remarquer son comportement et à me faire des commentaires. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à flipper. J'ai réalisé que je ne connaissais presque rien de ce type. Peu de temps après, il a commencé à m'envoyer des textos incessants, toutes les heures du jour. Heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps, car j'ai rapidement eu la bonne idée de le bloquer. Je ne voulais pas alimenter son comportement étrange, donc pour moi l'ignorer était la meilleure solution pour mettre fin à tout ça. Malheureusement, cela n'a pas eu l'effet escompté. Peu après, il a commencé à apparaître dans les soirées où j'allais. Il restait en retrait comme un véritable intrus. Je lui ai d'abord dit un simple bonjour par politesse, mais il se contentait de me fixer, parfois en hochant la tête d'un air qui semblait dire qu'il voulait qu'on sorte d'ici pour aller ailleurs. Ce n'est qu'après l'avoir vu apparaître à 3 ou 4 soirées d'affilée que j'ai vraiment commencé à comprendre à quel point c'était étrange. J'avais beaucoup d'amis, mais quelles étaient les chances qu'ils connaissent autant de mes connaissances? J'ai demandé à l'hôte de la soirée si elle le connaissait. Sa réponse était claire. Non, elle ne l'avait jamais vu auparavant et ne l'avait certainement pas invité. Ok, tout devenait plus inquiétant. Comment ce gars savait-il où j'étais? Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Il me suivait depuis mon travail, depuis ma maison, et avait reconstitué tout mon emploi du temps. C'était mon hypothèse la plus plausible et la seule chose qui expliquait vraiment son comportement. Et puis, ce harceleur a fini par s'introduire chez moi, avec un complice. Mon rythme de sommeil était décalé, donc j'étais réveillé vers 3 ou 4 heures du matin. J'ai attrapé mon petit chien et mon téléphone, et je suis descendu au sous-sol. C'était une sorte de cave, un peu comme une trappe dans le sol avec un escalier menant à un petit espace avec la chaudière et le réservoir d'eau chaude. Dès que je me suis enfermé là-bas, j'ai regretté ma décision. Je ne savais pas à quel point ces gars pouvaient être dangereux, et je venais de me piéger dans un endroit sans issue. S'ils me trouvaient, j'étais complètement à leur merci. J'avais misé sur ma ruse et sur leur manque d'attention, un pari risqué, mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. Heureusement, mon chien est calme et obéissant, un vrai petit ange, donc il n'a pas fait de bruit. J'étais morte de peur qu'il aboie ou grogne et trahisse notre cachette. J'avais placé un morceau de carton sur le dessus de la trappe pour qu'il ne la remarque pas lorsqu'elle était fermée. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et envoyé un message à ma meilleure amie pour lui demander d'appeler la police pour moi. Pendant ce temps, je les entendais rôder de pièce en pièce, essayant apparemment de me localiser. Ils avaient sans doute pensé que j'étais dans ma chambre en entrant, et on pouvait presque sentir leur surprise dans le bruit de leurs pas. Ils se sont finalement arrêtés et ont simplement attendu, presque directement au-dessus de moi. Après les 15 minutes les plus longues de ma vie, la police est finalement arrivée. Ils ont arrêté le harceleur et son complice, et sont ensuite venus me chercher. Ces deux types avaient sur eux ce que la police a décrit comme un kit de viol et de dissimulation. Du ruban adhésif, du lubrifiant, des jouets sexuels, une scie à main et une boîte de grands sacs poubelles noirs très résistants, ce qui laissait clairement entendre qu'ils avaient tout prémédité. Ils ont été inculpés pour complot en vue de commettre un meurtre, complot en vue de commettre un viol, effraction et un autre chef d'accusation dont je ne me souviens plus.
Le type qui me harcelait a tenté de rejeter toute la faute sur son complice. Son ami a donc écopé de 5 ans de prison et y est encore, tandis que mon harceleur a purgé 3 de ses 4 ans de peine. Il a pris un accord de plaidoyer pour obtenir une réduction de peine et a été libéré pour bonne conduite. J'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui, qu'il a violée à 2 reprises juste après sa sortie. Tout était resté calme pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se mette en couple il y a quelques années. Il a raconté sa version de l'histoire à sa petite amie, où il se présentait comme la victime, et moi, comme la méchante qu'il avait envoyée en prison pour rien. Elle m'a envoyé un long message venimeux, disant qu'elle allait me retrouver et me faire payer pour ce que j'avais soi-disant fait. Comme prévu, la police a dû parler à tous les deux, mais heureusement, je n'ai plus entendu parler d'eux depuis. Voilà où les choses en sont restées, heureusement. Après toutes ces épreuves, je n'ai jamais réussi à me sentir complètement en sécurité, même chez moi. J'ai pris toutes les précautions possibles pour éviter que cette histoire ne se reproduise. Mais il est difficile de ne pas vivre dans une certaine paranoïa après avoir vécu une telle expérience. Ce genre de situation laisse des traces, et bien que je fasse de mon mieux pour aller de l'avant, il y a toujours cette petite part de moi qui reste sur le qui-vive. Chaque fois que j'entends un bruit suspect, ou que quelqu'un que je ne connais pas semble m'observer, cette peur refait surface. Même si les mois passent et que je n'ai plus de nouvelles de lui, une partie de moi reste vigilante, comme si elle attendait le prochain signe de danger. Peut-être que le temps finira par apaiser cette angoisse, mais pour l'instant, je reste prudente et garde à l'esprit ce que j'ai vécu. Ce n'est pas facile, mais c'est un moyen de m'assurer que je ne serai plus jamais prise au dépourvu. J'espère que peu à peu, cette angoisse finira par s'atténuer, que cette peur cessera de hanter mon quotidien. Mais pour l'instant, je reste sur mes gardes, bien consciente de ce que j'ai traversé. Ce n'est pas simple de vivre ainsi, avec cette constante prudence, mais je me dis que c'est la meilleure façon de m'assurer que je ne serai plus jamais prise au dépourvu. La police a procédé aux arrestations et a pris des dépositions. Pendant ce temps, nous étions encore sous le choc. Notre maison était sans dessus-dessous, les meubles renversés, la vaisselle en morceaux sur le sol, des papiers éparpillés dans toutes les pièces. En voyant l'état des lieux, il était évident que nous avions dû nous défendre pour protéger notre maison et notre famille. Nous avons passé des jours à remettre tout en ordre, et ce n'étaient pas seulement les dégâts matériels qui laissaient une impression. Une angoisse nouvelle s'était installée. Il est difficile de décrire ce mélange d'épuisement physique et de vigilance constante. Depuis cette nuit-là, nous avons renforcé la sécurité de la maison. Nous avons investi dans des verrous supplémentaires et des caméras de surveillance, et surtout, nous avons instauré de nouvelles habitudes de vérification, de vigilance. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que le sentiment de sécurité peut basculer à tout moment. J'ai aussi découvert en moi une force insoupçonnée, une capacité à me défendre et à protéger ceux que j'aime, même dans les moments les plus effrayants. Quelques heures avant que cela ne se produise, je ressentais une étrange sensation d'inquiétude et de nervosité. C'était 3 heures avant que tout ne commence, et même en y pensant consciemment, je trouvais cela bizarre. J'avais un ami chez moi, on jouait à mon jeu vidéo préféré, mais je n'arrivais pas à m'amuser comme d'habitude. Mon père, quant à lui, était resté éveillé très tard pour regarder la télévision, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Plus tard, il m'a même dit qu'il avait ressenti comme une impression d'être observé. Environ 1 heure après que mon père soit allé se coucher, tout s'est déclenché d'un coup. Nous pensons qu'au moins 3 hommes ont essayé de retirer une fenêtre de nos portes vitrées pour entrer discrètement, mais ils ont lâché la vitre qui est tombée et s'est brisée avec fracas. Tout le monde dans la maison a été alerté. Des cris, des aboiements de chiens, des bruits de porte. Tout le monde a paniqué. Ils ont essayé de forcer la porte et de s'emparer de tout ce qu'ils pouvaient, mais heureusement pour nous, il y avait une grande cage d'oiseaux qui bloquait l'entrée de l'intérieur. Ils n'ont donc pas pu entrer facilement. Finalement, ils ont décidé de s'enfuir, mais en partant, l'un d'eux a jeté une brique contre la fenêtre à travers laquelle mon père les regardait. La vitre s'est brisée également. Pendant que tout cela se passait, mon ami et moi étions enfermés dans ma chambre, la porte verrouillée. J'ai attrapé un skateboard à proximité,
le seul objet que je pouvais utiliser pour me défendre. Tout se déroulait incroyablement lentement, surtout parce que j'entendais ce qui se passait sans pouvoir le voir. Pour vous donner une idée, nous vivons dans une maison indépendante, et à l'époque, il n'y avait aucun voisin dans le terrain voisin. On pense qu'ils ont sauté par-dessus le mur de béton car il y a des clôtures en bois du côté de la maison. Une fois que la brique a traversé la fenêtre, mon père a interprété cela comme un acte de frustration, car nous les avions interrompus dans leur tentative d'intrusion. Il a commencé à hurler des insultes à travers la fenêtre brisée tout en se préparant, enfilant un manteau léger, des chaussures, une ceinture et tout ce dont il aurait besoin pour les poursuivre dans le quartier. La dernière chose qu'il a prise, c'était un taser et une lampe de poche qu'il a trouvée dans le tiroir de la cuisine. Je n'oublierai jamais sa voix lorsqu'il a crié dans la maison que quelqu'un appelle la police, et il a claqué la porte d'entrée en sortant pour leur donner la chasse. Le reste de la famille est alors sorti de ses cachettes. Mon ami, ma mère, ma sœur et même le chien sont venus se rassembler dans le salon. Ma mère a composé le numéro de la police, tandis que le reste d'entre nous commençait à ramasser les morceaux de verre et à trouver un morceau de carton pour couvrir la fenêtre cassée. Alors que nous balayions et parlions de ce qui venait de se passer, j'ai entendu la voix de ma mère faiblir et s'arrêter soudainement. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis dit qu'elle devait recevoir des instructions spéciales du standardiste. Cependant, en jetant un coup d'œil dans la cuisine pour voir ce qui se passait, j'ai vu ma mère d'un côté de la pièce et un homme masqué de l'autre côté, un grand couteau pointé vers nous. Il tendait son autre main, paume ouverte, dans un geste indiquant qu'il voulait tout objet de valeur, et rapidement. Je ne sais pas si cela faisait partie de leur plan initial, mais après avoir brisé la vitre et vu que mon père les poursuivait, l'un d'eux avait rebroussé chemin et s'était faufilé discrètement à l'intérieur. Cet homme ne s'était pas donné autant de mal pour repartir les mains vides. Ma mère était en train de défaire lentement son collier lorsque je suis entré. Mon premier réflexe a été de vouloir me jeter sur lui, mais en regardant le balai fragile que je tenais dans les mains, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Il était beaucoup plus grand que moi et plus vieux. Même avec l'aide de ma mère, on n'aurait probablement pas pu le vaincre. Elle lui a fait glisser son collier sur le comptoir, mais il n'est pas parti tout de suite. L'homme nous observait attentivement, cherchant d'autres objets précieux. Ma mère a soigneusement caché sa main gauche pour qu'il ne voie pas son alliance, et c'est là que j'ai remarqué le téléphone toujours posé sur le comptoir. J'entendais la voix faible et lointaine du standardiste demandant si elle était toujours là. J'ai pris le téléphone et répondu calmement. « Oui, nous sommes toujours là. Les hommes sont de retour dans notre maison. » J'ai prononcé ces mots tout en regardant l'homme masqué dans les yeux. Son visage affichait alors un mélange de panique et de choc. On aurait dit qu'il n'avait jamais pensé que nous aurions le courage de prendre position. Le standardiste nous a dit de nous éloigner le plus possible et que de l'aide était en chemin. À ce moment-là, mon ami et ma sœur ont également compris que quelque chose d'anormal se passait et sont entrés dans la cuisine depuis le salon pour découvrir la situation. Bien que nous soyons tout jeunes et non armés, en majorité des femmes, il y avait désormais une sorte de force collective dans notre unité. Toute l'assurance du cambrioleur s'est dissipée lorsqu'il nous a vus tous ensemble. Il a reculé pas à pas en direction de la sortie. Depuis l'autre côté de la maison, nous avons entendu les premières sirènes percer le silence de la nuit. L'aide était réellement en route, et cela nous a encore plus encouragés. Qui était cet homme pour entrer chez nous et exiger nos biens? Comme mon père devant la fenêtre, j'ai été soudainement envahi par une colère profonde qui devait s'exprimer. Sans réfléchir, j'ai levé mon balai au-dessus de ma tête et j'ai chargé l'homme. Je l'ai frappé à plusieurs reprises sur la tête, et quand il a essayé de s'échapper, ma mère et ma sœur ont commencé à crier et à lui lancer des assiettes. Les assiettes le touchaient de tous les côtés, ce qui l'a finalement forcé à quitter la maison. En sortant, il est tombé nez à nez avec mon père dans la cour avant, qui revenait après avoir poursuivi les autres voleurs dans la rue, en les tasant dès qu'ils étaient à sa portée. La plupart des membres du groupe ont été arrêtés cette nuit-là, et ma mère a pu récupérer son collier. Ce moment reste, jusqu'à aujourd'hui, le plus courageux de ma vie. Si seulement j'avais eu ce skateboard à la place de ce balai. Quand j'étais plus jeune, je vivais avec 2 amis. Nous avions loué une maison à la périphérie de la ville, un endroit où l'agitation était un peu plus calme.
Il y avait encore du passage et des commerces, mais rien de comparable au centre. Vivre ici avait ses avantages et ses inconvénients, et parmi les inconvénients, il y avait les gens étranges que l'on pouvait croiser à pied. Étant en périphérie, c'était une zone de passage pour des personnes peu ordinaires. Si un sans-abri venait en ville ou en quittait, il traversait souvent des quartiers comme le nôtre, attirant l'attention car notre coin n'était pas très animé. Un jour, alors que nous étions tranquilles à la maison, nous avons remarqué un homme qui passait plusieurs fois devant chez nous. Au début, nous n'y avons pas prêté attention, mais ma colocataire a fait remarquer qu'il était passé 4 ou 5 fois et semblait fixer la maison. Cela nous a paru étrange, alors nous avons décidé de garder un œil sur lui. Après cela, nous ne l'avons plus revu pendant un moment. Au fil de la journée, la température a grimpé, et étant de jeunes fauchés, nous avons décidé d'ouvrir les portes et les fenêtres pour profiter de l'air plutôt que de brancher la clim. C'était une belle journée, sans nuages, alors laisser l'air frais circuler dans la maison semblait une bonne idée. Notre maison avait une porte d'entrée, une porte arrière et de grandes fenêtres. À l'avant, il y avait 3 immenses fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, mais elles posaient aussi un problème de sécurité la nuit, car si les stores étaient ouverts, on pouvait voir l'intérieur depuis la rue. Bien que nous n'ayons jamais eu de problème, cela nous semblait plus évident quand on rentrait tard le soir. Eh bien, cet homme étrange, qui marchait de long en large dans la rue plus tôt, a pris nos portes et fenêtres ouvertes pour une invitation personnelle. C'était en plein milieu de la journée, j'étais dans ma chambre en train de travailler, et mes amis, que nous appellerons Ben et Clémence, se détendaient dans le salon. Ils ont raconté avoir vu cet homme quitter la rue et se diriger vers la première grande fenêtre. Il a formé ses mains en coupe pour regarder à l'intérieur, puis s'est déplacé vers la deuxième, refaisant la même chose jusqu'à ce qu'ils les aperçoivent. Là, il leur a fait le sourire le plus effrayant qu'ils aient jamais vu, a agité une petite main, puis est entré dans la maison. Il savait très bien que quelqu'un était à la maison, et il avait même arpenté la propriété plusieurs fois, montrant des signes de quelqu'un qui repérait les lieux. Mon colocataire, Ben, a d'abord pensé qu'il avait peut-être besoin d'aide, mais après ce sourire inquiétant, il a compris que quelque chose n'allait pas. Il a supposé que l'homme souffrait peut-être de troubles mentaux ou d'une sorte de psychose. Ben a confronté l'homme à la porte et lui a dit de partir immédiatement. Mais au fur et à mesure de la conversation, Ben a vite compris que ce type n'était ni confus ni en crise. Il avait délibérément approché la maison et y était entré. À ce moment-là, la situation est devenue inquiétante. L'intrus a commencé à parler de manière étrange. Ben a entendu des propos incohérents et a pris une décision rapide. Cet homme était déjà dans la maison et se montrait potentiellement dangereux. Il n'avait aucune intention de partir. Il parlait maintenant de voler et de blesser les gens, lançant des menaces. Ben a alors crié 2 choses. Il m'a appelé depuis l'arrière de la maison et a demandé à Clémence d'aller chercher son arme dans la chambre. Avant que l'intrus ne puisse bouger, Ben a foncé et l'a plaqué contre le cadre de la porte avec une telle force qu'il a fissuré le bois. En entendant le vacarme et les cris, je suis sorti de ma chambre juste à temps pour voir l'inconnu asséner à Ben quelques violents coups à l'arrière de la tête. Le coude de cet homme frappait Ben à la mâchoire et au cou. C'était tout ce que j'avais besoin de voir pour me lancer à mon tour dans la mêlée. Après m'être impliqué, Ben et moi avons réussi à immobiliser l'homme au sol. Clémence est revenue du fond de la maison portant un gros pistolet noir et l'a tendu à Ben. En voyant l'arme, l'inconnu s'est immédiatement calmé et a dit qu'on pouvait en discuter. C'était fou de voir combien une arme pouvait changer la situation. Ben a hoché la tête, a enclenché le pistolet, puis a pressé le canon contre le cou de l'homme en lui disant de ne plus bouger. L'intrus s'est soumis, et Ben et moi avons relâché notre étreinte tout en restant sur nos gardes. Nous avons pris quelques pas de recul, à environ 3 ou 4 mètres de lui, au cas où il essaierait de nous attaquer de nouveau. Clémence a saisi le téléphone et composé le numéro des urgences pour signaler l'incident. L'intrus, lui, n'appréciait pas ce qu'il entendait. Il s'est remis à dire des choses insensées, comme s'il croyait que nous allions discuter calmement avec lui. « Je croyais qu'on allait discuter de ça, pourquoi vous appelez la police ?» a-t-il commencé à hurler en reprenant de plus belle. Mais Ben n'était pas du tout impressionné. Il restait là, fermement, pointant l'arme sur le torse de l'intrus, sans lui laisser la moindre chance de bouger.
Peu importait que l'homme soit en train de faire une crise de folie ou autre, Ben n'en avait rien à faire. L'intrus, qui perdait de plus en plus de contrôle, a commencé à renverser des meubles et à jeter des objets en direction de Ben. Il faisait les 100 pas dans le salon, criant et gesticulant, quand soudain, il a sorti sa main de sa poche avec un regard dément et a commencé à charger vers Ben. Ben n'a pas hésité une seule seconde. Il a appuyé sur la gâchette jusqu'à ce que l'arme soit vide, chaque balle s'enfonçant dans le torse de l'intrus. J'étais figé de peur et de choc. Je savais que Ben venait de tuer cet homme. Heureusement, la police est arrivée presque immédiatement et a rapidement sécurisé la situation. Ils ont confisqué l'arme de Ben et lui ont fait un examen médical, avant de le placer à l'arrière d'une voiture de patrouille. Clémence et moi avons été interrogés sur les événements, mais on nous a finalement autorisés à rester dans la maison. Nous avons dû entamer le processus de nettoyage de la scène de crime et avons quitté temporairement les lieux pour rester chez nos familles le temps que tout soit réglé. Après des semaines d'enquête, les autorités ont conclu qu'il s'agissait de légitime défense et Ben a été blanchi. C'était un processus long et fastidieux comme il se doit, et Ben n'a jamais récupéré son arme. Par moments, j'ai vraiment pensé qu'il allait finir en prison, mais finalement, le système a fait son travail, pour une fois. La présence de nombreux témoins pour corroborer chaque détail l'a énormément aidé. D'après ce que j'ai compris, l'homme était sous l'influence de substances, probablement de méthamphétamine ou de PCP, vu son comportement erratique et son agressivité imprévisible. Depuis qu'il est mort, il est probable que personne ne saura jamais vraiment ce qui l'a poussé à agir ainsi. Quant à Ben, il a développé de graves séquelles de stress post-traumatique après cet événement, et cela s'est ajouté aux souvenirs douloureux de son service militaire. En 1997, un homme nommé Lucien Gillian prit le contrôle du cartel du Golfe au Mexique après l'arrestation de son chef. Ce vide de pouvoir déclencha une guerre de territoire où des cartels rivaux s'affrontèrent sans merci, tandis que l'armée mexicaine tentait en vain de maintenir la paix. Alors que le conflit s'intensifiait, le cartel du Golfe commença à subir de lourdes pertes, en hommes et en ressources. Pendant un moment, il fut sur le point d'être anéanti, mais Gillian avait un atout secret nommé Eric Guzman. Eric Guzman était né le 13 janvier 1976 dans une famille modeste de la ville mexicaine de Puebla. Comme beaucoup de ses pairs, il comprit que sa meilleure chance de sortir de la pauvreté résidait dans une carrière militaire. Ainsi, le jour de ses 16 ans, il se porta volontaire pour l'armée mexicaine. Guzman montra rapidement des aptitudes exceptionnelles, si bien qu'il fut sélectionné pour intégrer un groupe d'élite des forces spéciales aéroportées, les GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Au sein de cette unité, il reçut une formation avancée en tactique de contre-insurrection et en interdiction des trafiquants de drogue, et participa à sa première mission lors du soulèvement de Chiapas en 1994. Plus de 30 rebelles furent tués ou capturés, et l'unité de Guzman fut félicitée pour sa victoire décisive. Cependant, un détail particulièrement sinistre frappa certains. Après les combats, Guzman et ses hommes avaient mutilé les corps des insurgés tués. Bien que ses supérieurs fermèrent les yeux sur cette pratique, satisfaits de l'opération globale, Guzman se sentait toujours sous-estimé. Les forces spéciales mexicaines gagnent un peu plus que l'armée régulière, mais la somme était bien loin de ce que Guzman estimait valoir. Il devint amer en voyant ses supérieurs accumuler des millions de pesos en pots de vin, tandis que lui et ses camarades vivaient d'une misère. Puis un jour, Guzman reçut la visite de 2 hommes mystérieux. Ils lui remirent 100 000 pesos en liquide ainsi qu'un numéro de téléphone, en lui disant qu'une belle opportunité l'attendait s'il le souhaitait. Moins de 24 heures plus tard, Guzman organisait une rencontre avec ses nouveaux employeurs potentiels, découvrant l'étendue de leurs ressources financières. On lui offrait de diriger une nouvelle branche militaire du cartel du Golfe, une force conçue pour défendre le cartel contre les incursions des gangs rivaux et des autorités mexicaines. D'abord, Guzman se tourna vers ses anciens camarades des GAF et leur proposa une offre simple, rejoindre sa nouvelle unité, recevoir une compensation généreuse et continuer à pourchasser les trafiquants.
cette fois pour le cartel du Golfe. À ce stade, ses anciens collègues étaient si désabusés que travailler pour les cartels leur semblait aussi acceptable que travailler pour le gouvernement, car tous deux étaient moralement compromis. Mais seul le cartel pouvait leur offrir le salaire qu'ils méritaient. On pense également qu'avec les bouleversements politiques en cours, de nombreux soldats des forces spéciales craignaient d'être jugés pour les crimes commis lors du soulèvement de Chiapas. Plutôt que de risquer la prison, ils décidèrent de déserter et de rejoindre Guzman dans sa nouvelle unité. En quelques mois seulement, Guzman constitua un groupe de 13 tueurs féroces et extrêmement bien entraînés, tous ayant servi avec lui dans les GAF. Ils s'organisèrent de la même manière que leur unité des forces spéciales, avec des équipes mobiles et légères, mais redoutablement motivées. Guzman appliqua également le même système de communication militaire, les membres étant identifiés par des indicatifs. Au Mexique, les agents fédéraux de bas rang étaient désignés par Yankee, tels que Yankee 1, Yankee 2, tandis que les officiers supérieurs responsables d'une ville entière étaient identifiés par Zeta. Étant le chef de cette unité paramilitaire, Guzman reçut l'indicatif Zeta 1 et son second, Zeta 2. Rapidement, chaque membre adopta un indicatif Zeta, donnant ainsi naissance à ce qui serait connu sous le nom de Los Zetas. Initialement, les Zetas se consacrèrent à consolider la position de Gillian comme chef du cartel du Golfe, et ils le firent avec une précision chirurgicale, castrant leurs rivaux, écorchant vifs leurs ennemis, semant la terreur dans le cœur de tous ceux qui osaient défier la domination du cartel. Plus leurs victoires s'accumulaient, plus leur rang grossissait, attirant des policiers corrompus, des soldats des forces spéciales mécontents, et même quelques anciens soldats de l'armée des États-Unis. Pourtant, les États n'acceptaient pas n'importe qui dans leur organisation. Les recrues devaient répondre à des exigences élevées de conditions physiques et de maîtrise des armes. Ceux qui n'impressionnaient pas les 13 premiers États subissaient des tortures physiques extrêmes pour prouver leur endurance. Ceux qui passèrent l'épreuve étaient accueillis dans une fraternité où on leur disait qu'ils étaient mentalement et physiquement supérieurs aux autres et que richesse et gloire les attendaient au bout du sang versé. Au fil des ans, et malgré les arrestations et les décès de plusieurs membres, Los Zetas prirent de l'ampleur, et en 2010, ils surpassaient leur organisation mère, tant en effectif qu'en capacité. Effrayé par la croissance incontrôlable de ce monstre qu'il avait créé, le cartel du Golfe voulut rappeler aux États qui était le véritable chef. La situation atteignit son paroxysme lorsqu'un lieutenant du cartel, Samuel Branco, fut abattu par un membre des Zetas après une dispute sur un corridor de trafic de drogue. Le cartel exigea que les Zetas livrent l'assassin, mais ceux-ci répondirent en déclarant la guerre. Le cartel du Golfe était totalement pris au dépourvu face à ce qui allait suivre. Après l'assassinat de plusieurs de leurs principaux membres par une équipe d'élite des Zetas, le cartel déploya des centaines de soldats dans les villes frontalières du nord de Tamaulipas. Les véhicules arborant des sigles comme CDG ou M3, identifiant leurs appartenances au cartel, étaient lourdement armés. Pourtant, malgré l'arsenal de véhicules blindés et de mitrailleuses, le cartel n'était pas préparé à affronter la tempête qui approchait. Les États lancèrent leur offensive sous le couvert de l'obscurité, utilisant des lunettes de vision nocturne et des armes silencieuses pour semer le chaos dans les rangs du cartel. Ils surgirent des ombres, exécutant des manœuvres de nettoyage des pièces à une vitesse foudroyante, et au lever du jour, la ville baignait dans le sang des ennemis. Après la prise de Reynosa, la ville de Nuevo Laredo tomba, suivie de Matamoros. Entières, les villes furent paralysées par la violence, mais en fin de compte, les États émergèrent victorieux. À l'été 2010, ils contrôlaient plus de 200 km de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un territoire crucial pour le trafic de stupéfiants. Désespéré face à cette situation, le cartel du Golfe se tourna vers ses anciens rivaux, les cartels de Sinaloa et de Michoacán, pour leur demander de l'aide. Le cartel se scinda alors en deux factions. Ceux qui souhaitaient faire la paix avec les États pour garantir leur propre survie et ceux qui voulaient les anéantir. Beaucoup de ceux du premier groupe finirent par rejoindre les États,
tandis que ceux de l'autre groupe s'allièrent davantage aux cartels de Sinaloa et de Michoacán, craignant mutuellement la puissance des États. Aujourd'hui, le cartel du Golfe existe encore techniquement, mais il ne s'est jamais complètement remis du conflit qui l'a déchiré. La capture du corridor frontalier du nord de Tamaulipas marqua la fin de la première grande bataille entre les États et le cartel du Golfe, mais la guerre n'était pas terminée. Ce qu'il restait du cartel s'était replié au sud pour panser ses plaies, tandis que les États n'avaient pas encore imposé pleinement leur autorité dans les États de Tamaulipas et de Nuevo León. Pour asseoir leur contrôle sur toutes les activités criminelles de la région, les dirigeants des États décrétèrent que toutes les entreprises criminelles devaient leur verser des taxes, payables en argent, en matériel ou en main-d'œuvre. Nombre de groupes se soumirent à cet ordre, mais certains rechignaient à payer leur tribut. En raison de sa proximité avec la frontière texane, l'État de Tamaulipas abrite des dizaines d'organisations criminelles spécialisées dans le trafic de stupéfiants et de personnes. Beaucoup de ces groupes prêtèrent allégeance aux États et commencèrent à leur verser des taxes exorbitantes, mais d'autres voyaient les États comme indignes et adoptèrent des tactiques similaires pour se défendre. Dans la ville de San Fernando, des hommes armés affiliés au cartel du Golfe tendirent une embuscade à un groupe d'opérateurs Zetas, puis exposèrent leurs corps mutilés sous les lampadaires. La réponse des États fut d'une barbarie sans nom. Dans la nuit du 22 août 2010, un convoi de 73 migrants d'Amérique centrale traversait Tamaulipas en route vers la frontière des États-Unis lorsqu'ils atteignirent les abords de San Fernando et se retrouvèrent de face à un barrage des États. Après avoir détourné leur véhicule sous la menace d'une arme, les États conduisirent les migrants vers une ferme isolée dans les environs. Là, les migrants furent forcés de descendre des véhicules, marchèrent jusqu'à un entrepôt et reçurent l'ordre de s'agenouiller contre un mur. Un par un, ils furent abattus d'une balle dans la tête. Seul l'un des 72 migrants survécut miraculeusement, car la balle destinée à le tuer passa par sa joue sans toucher de vaisseaux vitaux. Ce survivant marcha près de 14 kilomètres avant d'atteindre un poste de contrôle tenu par des marines mexicains. Au début, les autorités doutèrent de son récit, mais après avoir envoyé une patrouille à la ferme, elles confirmèrent la terrible vérité. Les autorités demandèrent alors aux survivants de leur raconter son expérience. Ce jeune homme équatorien de 18 ans, qui se faisait appeler Luis, avait quitté son pays pour rejoindre un convoi de migrants une fois arrivé au Tamaulipas. Après leur enlèvement brutal, lui et ses compagnons furent retenus pour la nuit dans ce qui semblait être une maison abandonnée avant d'être transportés à la ferme le matin suivant. Dans l'entrepôt, chaque migrant fut attaché et aveuglé avant d'être poussé contre le mur. Luis se souvient d'une voix leur ordonnant de rester silencieux et de ne pas crier. C'est alors que la fusillade commença. Une fois les tirs terminés, Luis s'enfuit de l'entrepôt et marcha toute la nuit jusqu'à apercevoir une petite lumière au loin. C'est là, aux abords d'un petit village, qu'il trouva le poste de contrôle des marines. Lorsque la nouvelle du massacre fit les gros titres à travers le Mexique, le président Felipe Calderón exprima ses condoléances aux familles des victimes et affirma que les meurtres étaient le résultat de la guerre entre les États et le cartel du Golfe. Certains spéculaient que les migrants avaient été ciblés parce que leurs passeurs étaient financés par le cartel du Golfe et que les tuer était un moyen pour les États d'étrangler les profits de leurs rivaux, tandis que d'autres avançaient que le premier massacre de San Fernando n'était qu'un essai pour les horreurs qui allaient suivre. La route fédérale mexicaine 101 est le principal axe de transport de l'État de Tamaulipas, reliant la ville frontalière de Matamoros à la capitale de l'État, Ciudad Victoria. Autour de mars 2011, les habitants commencèrent à la surnommer El Camino de la Muerte, la route de la mort. Ceux qui voyageaient sur cette route entre 2010 et 2011 voyaient souvent des véhicules brûlés, des camions criblés de balles et des corps décapités laissés par les cartels. D'autres assistaient au contrôle de sécurité mis en place par le cartel du Golfe entre Padilla et San Fernando, qui servait de système d'alerte précoce pour les incursions des États dans cette zone. Les hommes armés des cartels s'aventuraient parfois dans la région, surtout de nuit, terrorisant quiconque croisait leur route. Ils volaient, tuaient et violaient. À un moment donné,
les États commencèrent à détourner des bus entiers de passagers innocents. Un chauffeur déclara qu'après qu'un homme armé l'eut forcé à s'arrêter, 12 de ses passagers furent tirés du bus et poussés dans un autre véhicule sous la menace d'une arme. Un témoin indiqua que les hommes armés désignaient certains passagers, en particulier les jeunes hommes, et leur disaient « Toi, tu viens avec nous ». Une fois les États partis avec leurs prisonniers, le bus recevait l'ordre de reprendre sa route. Ces enlèvements massifs et apparemment aléatoires se répétèrent encore et encore au cours de mars 2011, et les familles des disparus supplièrent les autorités locales d'agir. Presque tout le monde savait que les États étaient responsables, mais les autorités ne comprenaient ni les raisons de ces enlèvements, ni l'endroit où les jeunes hommes étaient emmenés. Quelques semaines plus tard, les réponses à toutes ces questions commencèrent à émerger, et les conclusions furent plus terrifiantes qu'on ne pouvait l'imaginer. Le 6 avril 2011, les autorités locales furent informées de la découverte d'une fosse commune aux abords de la ville de San Fernando. Un total de 59 corps fut retrouvé dans les jours qui suivirent, dont beaucoup étaient ceux de passagers enlevés des bus dans les semaines précédentes. 2 jours plus tard, le secrétaire général de Tamaulipas annonça la découverte de 13 corps supplémentaires, portant le nombre total de victimes à 72. Contrairement au premier massacre de San Fernando, qui ciblait les migrants d'Amérique centrale, les corps retrouvés dans les fosses appartenaient tous à des citoyens mexicains. Le 10 avril, 4 nouvelles fosses furent découvertes. 2 jours après, une autre série de fosses communes fut localisée. Ce processus se poursuivit jusqu'au 7 juin 2011, quand le bilan final atteignit 193 corps retrouvés. La découverte de tant de cadavres secoua profondément la société mexicaine, et les médias dédièrent des cycles entiers d'informations à l'enquête. Mais lorsque la vérité derrière ce second massacre de San Fernando émergea, même les enquêteurs les plus cyniques furent horrifiés. Le 11 juin 2011, un journaliste du Houston Chronicle nommé Dane Scheel partagea les détails d'une interview qu'il avait menée avec un supposé associé des États. Celui-ci affirmait savoir où les personnes enlevées avaient été emmenées. Mais la réalité était encore plus cruelle. Les États n'étaient pas les seuls responsables de leur mort. Ils forcèrent les victimes à s'entretuer. Selon cet informateur, ce procédé était un moyen novateur de recrutement pour les États, mais aussi une forme d'amusement sadique pour les membres psychopathes du cartel. Les victimes enlevées étaient amenées dans un lieu isolé et contraintes de s'affronter à mort. Ce jeu fut surnommé par les États le prochain tueur à gages du Mexique. L'associé anonyme raconta que les États fournissaient aux victimes des couteaux, marteaux, machettes et d'autres armes rudimentaires pour qu'elles se découpent en morceaux. « Je gagne bien plus d'argent avec les États, mais je sais à quel point ils sont cruels », déclara l'associé. « Ils adorent se vanter de leur brutalité. » Il ajouta qu'un des vainqueurs des combats avait complètement perdu la raison. Ce jeune homme, psychologiquement brisé, semblait incapable de distinguer la réalité. Les États lui avaient dit qu'il rêvait et que pour se réveiller, il devait faire exactement ce qu'on lui ordonnait. Ils lui mirent un pistolet dans la main, l'amenèrent vers un point de contrôle du cartel du Golfe et le forcèrent à marcher vers leurs rivaux en levant l'arme. Il fut abattu presque immédiatement. Un autre associé du cartel, arrêté au Texas, déclara que ces combats de gladiateurs avaient été ordonnés par un lieutenant des États de haut rang, nommé Miguel Morales. Cependant, il ajouta que tous les participants n'étaient pas des victimes réticentes. Les États avaient institué une politique de conscription forcée autour de San Fernando pour transformer les partisans locaux du cartel du Golfe en recrues, mais ils acceptaient aussi de nombreux volontaires. Cela signifiait qu'un jeune homme enlevé pouvait se retrouver face à un individu motivé, voire psychopathe, qui cherchait à prouver sa valeur aux hommes les plus monstrueux du Mexique. Dans les jours suivants, plusieurs lieutenants des États furent arrêtés par la police, y compris l'architecte du premier massacre de San Fernando. Le procureur général du Mexique offrit une récompense de 15 millions de dollars américains pour toute information menant à l'arrestation des responsables. Les informations reçues permirent d'arrêter 82 individus, dont 16 officiers de police municipaux de San Fernando.
Selon l'enquête, ces officiers avaient protégé les États et couvert leurs crimes. Les conséquences de cette affaire infligèrent un coup sévère à la structure et aux capacités stratégiques des États. Mais, comme souvent, un animal blessé peut s'avérer plus dangereux. La société Grupo Royal, qui gère une chaîne de casinos et de lieux de divertissement à Monterrey et à Los Cabos, en fit l'amère expérience. Vers la fin de l'été 2011, un groupe d'hommes armés affiliés aux États envahit l'un des casinos de la société à Monterrey, exigeant une part des bénéfices mensuels. Le directeur leur conseilla de s'adresser au cartel local responsable de la protection du casino, mais les États préféraient l'action directe. Peu avant 2 heures de l'après-midi, le 25 août 2011, 12 opérateurs des États se réunirent pour déjeuner dans un restaurant à quelques pâtés de maison du casino. Environ 1 heure plus tard, ils furent aperçus à une station-service du quartier Valverde en train de remplir des jerrycans d'essence. Le caissier indiqua qu'ils partirent sans payer, mais il eut trop peur pour appeler la police. 50 minutes plus tard, un convoi de 4 véhicules entra dans le parking du casino et 9 hommes armés des États envahirent l'entrée principale. Dans le chaos qui suivit, certains survivants déclarèrent que les États n'avaient visé personne en particulier, tirant dans les airs pour attirer l'attention de tous. Les assaillants ordonnèrent alors à tout le monde de quitter le casino avant d'asperger l'endroit d'essence et d'y mettre le feu. Cependant, tous les clients du casino ne comprirent pas la situation. En entendant les hommes armés se proclamer membres des États, une grande partie des occupants paniqua, pensant qu'un massacre était imminent. Au lieu de suivre les consignes, ils se ruèrent vers les issues de secours ou se cachèrent, mais découvrirent trop tard que les sorties d'urgence avaient été verrouillées. Environ 150 personnes tentèrent de se dissimuler dans le complexe du casino, mais lorsque les États se retirèrent et que l'incendie se propagea, la panique augmenta. Environ 100 personnes parvinrent à sortir, mais en fouillant les décombres, les pompiers découvrirent 52 cadavres asphyxiés. Une enquête rapide révéla que les sorties de secours avaient été verrouillées lors du raid, ce qui laissait supposer une complicité interne et que les États avaient bel et bien l'intention de causer des pertes civiles. En l'espace de seulement 3 minutes, les États avaient porté un coup majeur aux finances du cartel du Golfe, tout en condamnant 52 innocents à une mort atroce. Bien que la guerre entre les États et le cartel du Golfe faisait rage depuis des mois, l'attaque du casino de Monterrey fut la première fois que le conflit attira l'attention des médias internationaux. Le président des États-Unis, Barack Obama, qualifia l'attaque de brutale et répréhensible, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la condamna comme un acte de violence déplorable. Amnesty International, une organisation mondiale de défense des droits humains, exigea une enquête approfondie sur l'incident et exprima sa solidarité avec les familles des victimes. La situation au Tamaulipas était devenue une source d'embarras immense pour le gouvernement mexicain, aussi bien au niveau international que national. Pour rétablir la confiance entre l'État et les citoyens qu'il était censé protéger, le président ordonna un renforcement des opérations régionales de lutte contre le narcotrafic. En mai 2011, une force opérationnelle de la taille d'un bataillon, composée d'environ 650 hommes, principalement des Marines et des forces spéciales mexicaines, fut envoyée au Tamaulipas pour combattre les cartels de drogue. Cette force était appuyée par la police, des réservistes militaires et des volontaires civils, et son objectif n'était pas seulement de combattre physiquement les États et les hommes armés des cartels, mais aussi de gagner les cœurs et les esprits des habitants en leur fournissant des soins médicaux, des services de reconstruction et même des coupes de cheveux gratuites. Cependant, le principal obstacle à cette opération était la corruption omniprésente au sein de la police locale. La corruption était si endémique qu'en novembre 2011, le gouvernement municipal décida de suspendre toute la force de police et permit aux Marines mexicains de faire respecter la loi. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'opération de nettoyage au Tamaulipas put véritablement prendre de l'ampleur, précipitant la chute inévitable des États. Au début de l'année 2012,
Les Zetas n'étaient plus la force d'élite redoutée qui avait affronté le cartel du Golfe 2 ans auparavant. La qualité de leur leadership, de leur main-d'œuvre et de leur équipement avait été sérieusement dégradée non seulement par la résistance des cartels rivaux et de leurs alliés, mais aussi par les opérations continues des marines mexicains. Tout au long de l'année 2012, les Marines établirent 4 nouvelles bases opérationnelles dans l'État de Tamaulipas et frappèrent les Zetas partout où ils les trouvaient. Le 9 octobre, la marine mexicaine confirma que le chef suprême des Zetas avait été tué lors d'un échange de tirs avec les marines près de la frontière texane. Lascano, dont l'indicatif était Zeta 3, était l'un des membres fondateurs du groupe. Sa mort porta un coup majeur au moral et à l'efficacité de l'organisation. L'année suivante, plusieurs autres lieutenants des Zetas furent appréhendés ou tués, et plusieurs de leurs armureries furent capturées par les marines. À la fin de 2014, le chercheur Daniel Herring du International Crisis Group déclara que les États étaient en déclin. Les anciens réseaux ont été perturbés et les États se sont fragmentés, affirma-t-il. Ils étaient maintenant divisés en plusieurs factions, les principaux rivaux pour le pouvoir étant l'escadron de l'enfer, les États de la vieille école et le cartel du Nord-Est. L'ascension fulgurante des États fut suivie par leur chute tout aussi abrupte, mais leur influence sur la culture du narcotrafic mexicain demeure indélébile. Dans les années 90, les cartels mexicains ne se livraient pas encore à la brutalité qui les caractérise aujourd'hui. Ils suivaient un code pour les assassinats. Par exemple, une balle dans la nuque marquait un homme comme traître, tandis qu'une balle dans la tempe indiquait qu'il avait été exécuté par un cartel rival. Beaucoup pensent que le premier acte de barbarie cartellaire eut lieu en septembre 2006, lorsque des membres de la Familia Michoacana jetèrent des têtes décapitées sur la piste de danse d'une discothèque. En réalité, cet événement ne fut que le premier à attirer l'attention internationale, car la pratique de décapiter ses ennemis avait été introduite bien plus tôt par les États eux-mêmes. Durant leurs premières années, les États ne recrutaient que des membres ou anciens membres des forces spéciales, mais ils étendirent rapidement leur recrutement au-delà des frontières mexicaines. À la fin des années 90, ils trouvèrent des recrues de choix parmi un groupe guatémaltèque appelé les Caibiles. Les Caibiles sont l'équivalent guatémaltèque des bérets verts, spécialisés dans la contre-insurrection et le combat en jungle. Leur formation pousse les recrues à des extrêmes physiques et mentaux. Ceux qui réussissent, ils peuvent dormir seulement 3 heures par nuit et doivent courir plus de 3 km en moins de 18 minutes en tenue de combat complète avant de pouvoir manger. Les recrues disposent ensuite de 30 secondes pour avaler leur repas avant qu'on leur retire leur plateau. Dans les dernières étapes de l'entraînement, les recrues sont déposées en pleine jungle au milieu de la nuit, vêtues seulement de leurs sous-vêtements, et ont 24 heures pour retourner à la base. Ceux qui échouent doivent répéter l'exercice encore et encore jusqu'à réussir ou abandonner. Mais les Caibiles ne sont pas seulement célèbres pour leur formation rigoureuse, ils sont également connus pour leur cruauté sans limite. Bien que la pratique ait depuis été interdite, les Caibiles avaient pour coutume d'attribuer à chaque recrue un poulet qu'ils devaient nourrir, nettoyer et même nommer. Vers la fin de leur formation, on demandait aux recrues de prendre leur poulet et de lui arracher la tête avec les dents. Ce rituel, qui était un test de résistance psychologique, était suivi par la consommation de la volaille en tant que première source de viande fraîche après près de 2 mois. Comme on peut l'imaginer, ce type de formation forge des soldats capables d'actes de sauvagerie inouïs. Les Caibiles apportèrent plusieurs de leurs traditions aux États, dont l'une d'elles était la décapitation rituelle. Ayant appris les rudiments de cette technique durant la guerre civile guatémaltèque, les Caibiles effrayaient leurs ennemis en exposant les têtes de leurs victimes sur des lieux symboliques dans les régions hostiles. Les États, qui avaient un penchant pour l'intimidation brutale, adoptèrent ces tactiques des Caibiles, et dès les années 2000, les exécutions macabres telles que les décapitations et les écorchements devinrent monnaie courante. Chaque cartel au Mexique fut contraint d'adopter des tactiques similaires pour rivaliser avec l'ascension fulgurante des États, y compris le cartel de Jalisco Nouvelle Génération qui, en septembre 2011, jeta plus de 30 cadavres sur une avenue fréquentée de Veracruz. Ce que nous observons au Mexique
est un processus de paramilitarisation dans lequel les différents groupes cherchent à exterminer leurs rivaux, expliqua Edgardo Buscaglia, expert en crime organisé mexicain, peu après la découverte des corps à Veracruz. Cependant, sans aucun doute, l'organisation qui initia ce processus de militarisation fut celle des Zetas. L'histoire des Zetas se résume à ceci. En l'espace d'une décennie, 13 soldats des forces spéciales mexicaines, désabusés, s'élevèrent pour devenir le deuxième groupe de narcotrafiquants le plus puissant d'Amérique du Nord. Ils appliquèrent leur mentalité militaire d'élite au marché noir le plus lucratif de la planète, rendant le monde bien plus effrayant. Cependant, les 13 États originaux ne se contentèrent pas de devenir multimillionnaires, en tuant des centaines, voire des milliers de personnes innocentes. Ils laissèrent une marque indélébile sur la culture contemporaine. De la scène de décapitation du personnage de Danny Trejo dans la série Breaking Bad, aux ennemis des cartels entièrement militarisés dans les jeux récents de Call of Duty, les États ont laissé leur empreinte sur la société et ont modifié le paysage géopolitique des territoires frontaliers des États-Unis pour toujours.